Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, ce veut être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse. Madame, monsieur, bienvenue dans ULNES, votre magazine santé. Eh bien, Karine Moutaali, c'est moi avec Madame Mami Kassai, qui est directrice de formation et d'éducation chez DKT International. Nous allons passer quelques minutes avec vous pour justement vous exposer notre thème de ce soir. Mais avant, bonsoir Madame Mami. Bonsoir Karine. Voilà, donc ce soir avec vous, nous allons parler de ce thème qui tient à cœur à DKT puisque c'est notre partenaire santé, jeunesse et sida. Depuis quelques semaines, nous nous attelons en tout cas à faire lumière sur ce qui peut déranger ou intéresser également les jeunes. La République démocratique du Congo est l'un des pays le plus affectés par le VIH de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. L'épidémie du VIH-Sida en RDC est du type généralisé avec une prévalence dans la population générale de 1,2% et de 1,8% auprès des femmes enceintes fréquentant les services de consultation prénatale. Le nombre de personnes vivant avec VIH est estimé à 381 187, dont 42 145 enfants de moins de 15 ans et 224 673 femmes. La réponse nationale a permis d'enregistrer d'importants progrès, d'où 121 762 personnes sont sous traitement ARV et 66% de femmes enceintes séropositives ont reçu un traitement antirétroviral pour réduire la transmission mère-enfant. Ce soir, nous allons donc parler de la jeunesse et sida. Mais avant, un petit rappel sur DKT avec Madame Mami Kassai pour ceux qui nous rejoignent, en tout cas pour la première fois. Merci beaucoup. DKT, c'est une organisation non gouvernementale d'origine américaine. Le fondateur de DKT s'appelle M. David Philippe Hervey, des nationalités américaines bien sûr, et le bureau mondial de DKT se trouve à Washington. Aujourd'hui, DKT met en œuvre ses programmes dans plusieurs pays à travers le monde, une trentaine de pays, et surtout dans des continents en voie de développement comme l'Asie, l'Amérique latine et l'Afrique. Et c'est depuis 1989 que cet ONG a été créé. Mais la DKT RDC, c'est donc une filiale aussi, une branche de DKT International qui a ouvert ses portes en RDC depuis 2010, mais qui a commencé les démarches en 2009, mais effectivement ouvert les bureaux en 2010. Et aujourd'hui, DKT RDC, 10 ans après, est dans 21 provinces sur 26 que comptent les pays. Et DKT continue toujours à fournir des efforts pour couvrir l'ensemble du territoire congolais. Alors, DKT RDC travaille toujours dans les domaines de santé de la reproduction parce qu'il met en œuvre, il met en œuvre les activités qui sont les activités DKT International. Il poursuit la même vision que DKT International, il poursuit les mêmes objectifs que DKT International. Donc, nous sommes une ONG qui œuvrons dans les domaines de santé de la reproduction. Alors, par rapport à DKT RDC, il s'est donné comme vision de devenir l'acteur dominant, une référence en matière de santé reproductive en NRDC, et avec son marketing qu'il a innové, un marketing puissant, et il a vraiment innové ce marketing afin qu'il soit l'acteur dominant numéro 1 en RDC. Et pour cela, DKT génère la demande en contraception à travers les pays, et DKT va partout dans les pays, même jusqu'au dernier kilomètre pour atteindre la femme qui est encore marginalisée, la femme qui est encore vulnérable, la femme qui est encore sous-informée, pour que cette femme puisse aussi avoir droit à la vie, droit au bien-être familial comme toute autre femme qui se trouve en milieu urbain. Et DKT donc signifie Deep Kumar Tiagi.
c'est comme une abréviation, qui prend les initiales d'un pionnier indien en matière de planification familiale, qui malheureusement est déjà décédé. Il est décédé à 41 ans. Il s'appelait Deep Kumar Tyagi. Et pour l'immortaliser, M. Philippe David Hervé a pensé à son nom pour donner à cette ONG. Très bien, avec Madame Mami, comme je le disais, Madame Mami Kassaï, directrice de formation et d'éducation chez DKT RDC. Nous parlons ce soir donc de la jeunesse et du sida. Alors, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cette jeunesse? Est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'il y a un âge qui détermine justement qui est jeune et qui ne l'est pas? Oui. Et si nous parlons de la jeunesse, nous voyons une étape de la vie humaine. Une étape de la vie humaine qui détermine l'avenir de la personne. Parce que maintenant, la vie est entre ses mains, il se cherche comment arriver à un avenir meilleur. En fait, donc, la jeunesse, c'est une étape de transition qui se situe entre l'enfance et l'adulte. Donc, il n'est ni enfant ni adulte, mais il est en train de partir et d'arriver au niveau de l'âge adulte. Et donc, c'est aussi une période très spéciale de l'être humain, parce qu'il va avoir des modifications corporelles qu'il n'avait pas. Il sera curieux, il va chercher l'information pour savoir qu'est-ce qui se passe avec lui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ce n'est pas normal? Et donc, pour la jeune fille, c'est la puberté qui commence, vraiment, c'est encore une période très capitale, le début du fonctionnement des organes génitaux pour les garçons comme pour la fille. Et aussi, il va constater des modifications corporelles qui vont l'amener vers la curiosité pour savoir c'est quoi, pourquoi il a toutes ces modifications. Et pour la fille, par exemple, à la puberté, il va voir qu'elle aura l'élargissement du bassin. Elle aura, avant même l'élargissement, les premiers signes, les signes principaux, c'est l'apparition des premières règles que nous appelons ménarches. Donc, elle devient capable de tomber enceinte. Et elle va aussi avoir ça sera accompagné de quelques modifications comme l'élargissement du bassin, comme le développement des seins et puis l'apparition de poils. Elle va avoir peut-être des boutons au visage. Elle sera un peu coquette. Elle va changer un peu de comportement. Elle aura honte de se laver devant les gens. Elle se cache. Elle sent qu'elle n'est plus enfant. Et elle est attirée un peu vers le sexe masculin. Elle vérifie si on la regarde, si elle attire les gens. Donc, elle est vraiment attirée vers le sexe opposé. Et là, les garçons aussi vont remarquer comme signe principal la pollution nocturne. Il va voir qu'il y aura des éjaculations involontaires la nuit. Il dort, mais il éjacule involontairement. Ça signifie aussi que chez lui aussi, l'appareil de reproduction a commencé le fonctionnement. Il peut maintenant donner une grossesse. Et aussi, lui aussi va remarquer des modifications corporelles telles que l'élargissement des épaules. Il va voir aussi la voix qui va changer. La voix devient rauque. Il va voir l'apparition de poils, de barbes. Et lui aussi peut avoir des petits boutons. Donc, il va aussi sentir, il va réussir ces modifications. Et donc, c'est l'âge de la curiosité encore, pour savoir pourquoi je vois ça. Et malheureusement, ce que je vais dire ici, que dans notre pays, d'une façon générale, cette jeunesse n'est pas encadrée par rapport à l'information, à toutes ces modifications-là. Et c'est une personne qui varie entre 15 à 24 ans. D'une façon générale, beaucoup d'enquêtes, beaucoup de sondages retiennent l'âge variant entre 15 et 24 ans. Mais il y a certaines autres enquêtes rarement qui prolongent jusqu'à 29 ans. Mais pour la plupart, c'est de 15 à 24 ans. Donc c'est cette tranche d'âge dont nous voulons parler qui a besoin de l'information parce qu'ils se cherchent maintenant, ils voient beaucoup de modifications et ils ont besoin de savoir pourquoi. Très bien. Même si pour certains, ça peut arriver, ce sont peut-être des cas rares ou des exceptions, des changements qu'on peut voir un peu plus tôt. Il y a des filles qui règlent à 9 ans, 10 ans, ce sont des exceptions. Oui, bien sûr. Déjà vers 12 ans, la plupart ont déjà cette puberté. Mais il y en a il y a aussi des filles où la puberté arrive précocement à 9 ans, 10 ans. Elle peut aussi avoir ça. Et il faut vraiment l'informer, sinon elle devient mère très tôt. Alors, puisque nous parlons du sida, c'est vrai qu'on associe sida, qu'on voit sida, on voit VIH, mais souvent, on ne connaît pas la limite. D'ailleurs, ça, on va poser la question. Mais quelle est la situation, justement, actuelle du VIH-sida ici, en République démocratique du Congo, en rapport avec nos jeunes? Comme nous venons de le dire tout à l'heure, que nos jeunes sont vraiment sous-informés, ou même il manque d'informations, la situation est alarmante dans cette tranche d'âge. Vraiment alarmante parce que nous voyons, par exemple, chez les filles, elles sont encore plus vulnérables que les jeunes garçons. Et elles, si on voit dans leur milieu, déjà 70% des cas, des nouveaux cas
de VIH viennent des jeunes filles. Exact. Et 20% entre ces jeunes filles disent qu'ils ont subi un rapport sexuel. Ils ont fait un rapport sexuel qui n'était pas à leur gré. Donc, c'est contre leur volonté qu'ils ont eu des relations sexuelles. Et c'est dommage, vraiment, c'est très dommage. Et là aussi, il y a des facteurs qui influencent encore la vulnérabilité de la jeune fille parce qu'elle n'a pas de pouvoir à déterminer ou à négocier ou à refuser un rapport sexuel. Il y a certaines situations qui la mettent devant un fait accompli, elle accepte malgré elle un rapport sexuel, ou alors elle ne peut même pas négocier, par exemple, de se protéger. Elle n'a pas ces pouvoirs-là, ça la rend encore plus vulnérable. Et il y a aussi cette information qu'elle n'a pas, et elle ne peut pas se sauver de ça. Et il y a aussi certaines contraintes, certains facteurs culturels, socio-culturels, et par exemple, on dit à la jeune fille, non, quand il y avait un garçon, il ne faut pas négocier, tu verras que tu es pute, non. Tu vois, déjà, on a inculqué une certaine culture chez la fille qu'elle ne peut pas négocier, elle ne peut pas faire ceci, elle ne peut pas changer ceci. Donc, déjà, cette influence-là aussi la rend faible ou même inférieure à son partenaire pour sauver sa vie. Elle subit, elle accepte. Et aussi, il y a aussi certains facteurs religieux qui interviennent aussi. Par exemple, on dit non, il ne faut pas se protéger, il faut faire ceci. Nous avions dit que l'abstinence chez la fille, c'est une attitude idéale. Exact. Parce qu'en s'abstenant, elle va déjà éviter un mode qui est vraiment de 90% la voie sexuelle. Mais, malheureusement, elle ne peut pas se protéger, elle a des contraintes et puis elle attrape le VIH. Très bien. Alors, Madame Mamie, puisque nous parlons justement de jeunesse et sida, est-ce qu'on peut savoir ce que sida signifie? C'est vrai que c'est un mot qu'on écoute, qu'on réécoute, mais sans forcément savoir exactement ce que ça veut dire. On sait tout juste que c'est sida. Oui, sida, c'est un peu comme une abréviation que nous devons expliquer. Les S dans sida, S signifie syndrome. C'est l'ensemble des signes et des symptômes. Donc, l'ensemble des plaintes dont on ne voit pas, mais dont les malades se plaignent, et c'est l'ensemble des signes dont nous voyons. Donc, il y a des plaintes que nous voyons, il y a des plaintes que nous ne voyons pas. C'est comme ça qu'on dit l'ensemble des signes et des symptômes. Ça, c'est S. Alors, I, c'est immuno. Immuno, c'est dans l'immunité. L'immunité, c'est la défense naturelle du corps. L'être humain a la défense naturelle du corps, et donc, I, là, c'est la défense du corps, la défense naturelle du corps. Les D signifie déficience. Déficience signifie diminuer, affaibli. Donc, cette défense a diminué. Cette défense est affaiblie. Et les A signifie acquise. Acquise signifie ce qui n'est pas inné. Donc, on n'est pas né avec, ce n'est pas congénital. Mais on a attrapé ça. Cette défense a été diminuée pendant que la personne vit. Et ce n'est pas inné. Donc, nous disons syndrome d'immunodéficience acquise. Donc, l'ensemble des signes que présente quelqu'un dont la défense naturelle du corps est affaiblie. Très bien. Il a acquis ça après la naissance. Très bien. Au moins, on sait que ça veut dire syndrome immunodéficient acquise. Ce n'est pas quelque chose on est né avec. Alors, Madame Mamie, qui peut attraper le sida? Est-ce qu'il y a des gens immunisés? Est-ce que tout le monde peut l'attraper? Qui peut attraper le sida? Attendez, de prime abord, je vais dire tout le monde. Tout le monde peut attraper le sida. Les bébés qui sont dans les seins de sa mère peuvent attraper les VIH-Sida. Un enfant peut attraper, un adolescent peut attraper, un jeune peut attraper, un adulte peut attraper, un vieillard au 3e âge peut attraper. Donc, tout le monde peut attraper le VIH. Et quoi que soit ton titre et tout, on peut attraper le VIH. Très bien. Donc, de manière générale, il n'y a personne qui est immunisé parce qu'on dit, voilà, il y a d'autres maladies, quelqu'un qui est génétiquement comme ça ne peut pas attraper, mais pour le sida, de manière générale, tout le monde peut attraper le VIH parce qu'on n'est pas avec ça, mais on l'attrape. On l'attrape. Donc, ce n'est pas congénital. Donc, tout le monde peut attraper le VIH. Si on ne prend pas de précautions, tout le monde peut attraper le VIH. Je rappelle à tous les auditeurs que vous suivez ULNES, votre émission santé avec DKT, notre partenaire, et nous parlons de jeunesse et sida pour le numéro de ce soir. Madame Mamie Kassai, tout à l'heure, on a parlé sida, on est retombé sur VIH. Directement, ça me donne envie de savoir quelle est justement la différence entre VIH et le sida. Merci beaucoup. Le VIH signifie virus d'immunodéficience humaine. Donc, c'est ces microbes qui viennent affaiblir l'immunité de l'homme. Très bien. Là, je vais encore dire quelque chose que le VIH est purement pour l'homme.
Ça affaiblit la défense de l'homme. Alors, donc, ça, c'est le VIH, c'est le virus. C'est en fait l'agent causal. C'est ce qui cause le sida. C'est l'agent causal du sida. Et le VIH aussi, il y en a de deux sortes. Nous avons le VIH1 et le VIH2. Le VIH1 est plus virulent que le VIH2. Donc, quelqu'un qui a le VIH1 va vite vers la maladie que celui qui a le VIH2. Et même le VIH1 a encore beaucoup de souches. Plus de 9 souches de différence. Nous pouvons être 9 personnes avec le VIH1, chacun a sa forme. Donc, ça change aussi de forme. Ça change de forme. Mais le VIH1 a beaucoup de formes. Et dans notre pays, c'est la forme C qui était vraiment répandue dans notre pays. Mais maintenant, il y a aussi des mélanges. Les autres formes aussi se retrouvent aussi dans notre pays. Il y a eu des mutations. Des mutations, il y a eu des fusions de gens, des mutations, des problèmes, des fusions de personnes. On a mélangé avec RDC. Quelqu'un peut se trouver avec 1, 2, quelqu'un peut se trouver avec VH1, mais plusieurs souches, selon qu'il est en contact avec des personnes qui ont ça. Il attrape encore ça. Ah, donc, on peut avoir une souche, par exemple, mais avec d'autres. Donc, on a le VIH1, comme vous avez dit, mais avec plusieurs souches. Oui, le VIH1 a plusieurs souches. D'accord. Alors, la souche C, c'est ce qui était vraiment répandu dans notre pays. Mais maintenant, nous avons beaucoup de souches. Pourquoi? Parce que, peut-être, on prend l'exemple, quelqu'un a le VIH1, souche C. Elle va encore être en contact avec la personne qui a le VH1 souche, par exemple, D. Il va attraper les deux. Peut-être qu'il est encore en contact avec quelqu'un qui a le VH2. Il va encore attraper. Donc maintenant, la même personne peut avoir beaucoup de sortes, beaucoup de types de VH. Et c'est ça qu'on appelle la surinfection, qui est dangereuse aussi pour la personne. Ça va l'affaiblir vite parce qu'elle a beaucoup de souches en elle-même, la surinfection. Très bien. Donc, le VIH, c'est l'agent causal du sida. Du sida. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes. Alors, le sida, c'est la dernière phase de cette infection. Nous avons l'infection à VIH. C'est-à-dire que quelqu'un a une infection parce qu'il a eu le VIH. Mais quand il a le VIH, ce n'est pas automatiquement qu'il a le sida. Le sida, c'est après plusieurs années que la personne a vécu. Parce qu'il y a d'abord, dès que le VIH entre dans le corps de quelqu'un, dans l'organisme, il passe une étape qu'on appelle étape fenêtre. C'est-à-dire que ça peut aller de 0 à 6 ou 12 mois. Vous faites le test de VIH, c'est négatif. Vous n'avez aucun signe. Mais apparemment, vous n'êtes pas négatif. Vous êtes, comme on peut dire, un faux négatif. Parce que vous avez les virus, mais les anticorps de ces virus ne sont pas encore visibles à l'examen. La période fenêtre. Quand vous passez cette période après 6 ou 12 mois, vous passez maintenant l'étape de séropositivité. C'est-à-dire que maintenant, quand on fait un examen, on peut voir qu'effectivement, il y a des anticorps de ces virus, que vous avez ces virus. Mais vous pouvez passer plusieurs années avec ça. Apparemment, vous êtes en bonne santé. Vous n'avez pas vraiment une maladie très spécifique. C'est comme tout le monde. Vous faites tout comme tout le monde. La fièvre comme tout le monde. Bon, on ne peut même pas soupçonner que vous avez ça. Parce que vous vivez normalement, vous allez au travail normalement. Et vous pouvez faire plusieurs années avec ça comme ça. Plusieurs années. Alors, ça peut là, au-delà même de 10 ans, plusieurs années. Vous vivez comme ça avec ça. Alors, en même temps, quand vous passez cette étape de séropositivité, vous arrivez à la dernière phase, qui est maintenant la phase SIDA. La phase SIDA, c'est là où on a des signes. On peut voir maintenant les signes de SIDA qui apparaissent. Donc, la personne peut avoir un amaigrissement sévère de plus de 10% de poids. La personne peut avoir des fièvres de plus d'1 mois. La fièvre, il peut avoir des diarrhées qui dépassent 1 mois et il peut avoir des éruptions de la peau, des démangeaisons, vraiment des zonas, des tuberculoses. Il y a beaucoup de maladies opportunistes qui viennent s'ajouter à ces signes majeurs. Donc là, on dit que maintenant, la personne fait l'étape sida maladie. Et cette personne est entre l'hôpital et la maison. De temps en temps à l'hôpital, de temps en temps à la maison. Cette période ne dure pas longtemps. Il y a d'autres personnes qui peuvent perdre plus ou moins 3 ans, tout ça, avec sida maladie. Ça ne dure pas longtemps. Mais l'étape qui dure longtemps, c'est l'étape de séropositivité. Et c'est l'étape la plus dangereuse. L'étape fenêtre et l'étape de séropositivité. Parce que souvent, la communauté, surtout les jeunes, ils remarquent, est-ce qu'il a maigri? Est-ce qu'il a fait ça? Ils regardent ça. Alors que c'est la dernière étape, la personne est déjà à l'étape où il ne peut même pas aller avoir des rapports sexuels facilement. Mais l'étape la plus dangereuse, c'est la première et la deuxième, la séropositivité. Apparemment, la personne n'a aucun signe, mais il transmet le virus. C'est surtout là les jeunes, parce que les jeunes regardent
la dernière étape sida maladie, alors que la personne a vécu depuis plusieurs années et qu'il a déjà transmis la maladie au sein de tout le monde. Donc voilà, donc il y a une grande différence. VIH, c'est l'agent causal du sida, et sida, c'est l'étape finale de l'infection à VIH. Très bien. Alors, si on a un tout petit peu compris, c'est un peu comment, justement, ça fonctionne, le VIH-Sida, on va le dire, dans l'organisme d'une personne. Est-ce que cette manière-là, que ça marche ou ça travaille ou ça évolue dans l'organisme d'une personne contaminée, c'est pareil pour un jeune ou que pour une personne qui a déjà de l'âge? Oui, c'est pareil pour tout le monde, parce que normalement, on parle de l'immunité, la défense naturelle du corps. Toute personne, l'organisme comme l'organisme de la personne a ce qu'on appelle en termes simples des soldats qui viennent, qui protègent la personne dans les sangs. C'est-à-dire que lorsqu'un microbe entre dans les sangs, ces soldats vont vers ces microbes, ils tuent ces microbes et la personne est rétablie. Vous voyez, des fois on est malade et puis on se rétablit, on est malade, on se rétablit. Donc il n'y a pas seulement les médicaments, il y a aussi les anticorps. Ces soldats-là, souvent, en termes simples, on peut les appeler les globules blancs parce qu'il y a des lymphocytes. Là, c'est trop compliqué, on appelle les globules blancs qui vont pour détruire ces microbes et la personne se rétablit. Mais pour l'infection à VIH, c'est différent. Okay. Nos soldats aussi vont pour détruire les microbes. Mais cette fois-ci, c'est les microbes qui détruisent nos soldats. Donc, et la personne reste comme ça pendant longtemps, plusieurs années. Il se promène, il est apparemment en bonne santé, mais dans son corps, il y a cette guerre entre les VIH et ces globules blancs. Et finalement, c'est le VIH qui réussit, qui est gagnant. La victoire est toujours dans les VIH. C'est le VIH qui gagne. Il détruit presque tous les globules blancs. Les globules blancs diminuent. Et la personne, maintenant, n'a pas de défense. Il y a un peu de fièvre, elle est malade. Tout microbe qui entre chez lui, il tombe parce qu'il n'a pas de soldats pour les protéger. C'est ce qui se passe un peu dans le corps. Très bien. C'est comme ça qu'à un certain moment, on arrive à l'étape sida maladie parce que tout est affaibli. On a passé beaucoup d'années, la guerre entre les virus et les soldats. Et le virus a finalement gagné, remporté la bataille. Et comment on saura? La personne arrive à l'étape sida maladie, c'est-à-dire qu'il n'a pas assez de soldats. Et là, il peut maintenant arriver à l'étape sida maladie. Là, on savait, c'est qu'il y avait une guerre dans son corps. Il y avait cette guerre entre les virus et sa défense. Et le virus a vaincu la défense naturelle du corps. Il les a tués, il les a diminués. Et c'est comme ça. Ce qui est difficile, rare et difficile, on va le dire parce que c'est trop tard, j'allais dire. Il a déjà contaminé sans qu'on le sache. Beaucoup de personnes. Et cette guerre-là s'est fait comment? Le virus vient, il va entrer dans un globule blanc, il se multiplie en centaines, il éclate les globules blancs. Ces centaines-là vont encore coloniser les autres 100 globules blancs, par exemple. Il se multiplie encore en centaines, il éclate, ainsi de suite. On a des milliards du coup. Voilà. Donc, ce sont des globules blancs qui se perdent et les virus deviennent nombreux dans le sang de la personne. Et comme il n'y a pas de défense, maintenant, on passe à l'étape sida maladie. Très bien. Ouais. Et il y a des maladies opportunistes qui viennent, donc il n'est pas protégé. Il peut y avoir quelques bactéries qui viennent, il est malade, tout ce qui vient, il est malade. Une petite il devient infection, fragile. il tombe. Il attrape. Voilà, il devient très fragile. D'accord. Alors, pourquoi aujourd'hui le sida est considéré comme un énorme, en tout cas, on va dire, problème de santé publique? Oui, le sida est considéré comme un problème de santé publique. D'abord, on doit aller par sa spécificité. D'accord. C'est une maladie qui est un peu spéciale, un peu spécifique, dans le sens où il a un caractère d'abord incurable. C'est-à-dire que cette infection n'a pas de traitement. Il n'y a pas un traitement qui tue le virus. Il n'y a pas un vaccin qui va aussi faire que non, je suis vacciné contre le virus. Non, il n'y en a pas. C'est déjà un caractère très difficile. Deuxièmement, c'est le caractère anonyme de propagation. On ne connaît pas la personne qui va contaminer les autres. On ne peut pas les reconnaître. En tout cas, les jeunes surtout, ils regardent, est-ce que cette personne peut avoir? Non. Ce ne sont pas les yeux qui vont te dire que cette personne a le VIH, c'est l'examen qu'il doit faire. Voilà, elle est forte. Elle ne peut pas en avoir. Donc là, c'est ça qui est dangereux. Parce qu'on ne peut pas les reconnaître. C'est anonyme. D'accord. C'est ça, c'est encore un problème. Le troisième problème, c'est que ça se donne en feu de brousse. Vous voyez, si on veut mettre une grande brousse, on veut mettre le feu, on ne contourne pas la brousse, on va dans un coin, on met le feu et puis ça part partout. C'est comme l'infection à VIH. Il suffit d'une seule personne pour infecter toute une communauté, s'il veut le faire.
Donc, il donne à cela donne donc, il y a des partenaires qui se multiplient et puis une seule personne peut contaminer toute une communauté. Et enfin, la spécificité du virus, de cette pandémie, c'est quoi? C'est que ces virus attaquent surtout la main-d'œuvre actuelle et future. Donc, on la retrouve plus dans la tranche de 15 à 49 ans. Les futurs cadres du pays et les cadres actuels, c'est là où on trouve vraiment un taux élevé de ces virus. Donc, c'est vraiment une spécificité. Et comme il n'y a pas de traitement, c'est déjà un problème de santé publique. Alors, maintenant aussi, les conséquences que cette maladie entraîne, ça devient encore un problème de santé publique. Parce qu'une personne qui a le VIH, s'il accepte, tant mieux, il évolue très bien. Mais s'il n'accepte pas, ça va faire un chaos au niveau de la personne, un chaos au niveau de la famille, un chaos au niveau de la communauté. Et maintenant, la personne qui a ces chaos-là, qui n'accepte pas la maladie, déjà au niveau du travail, les absences, au niveau du travail, la productivité diminue, et les coûts de soins pèsent aussi beaucoup. Tout ça, et la famille, quand la personne qui soutenait la famille n'accepte pas cette maladie, il est dans les chaos. La famille est dans les chaos. Il y a des chômages, il y a des problèmes déjà de gestion de la famille. La communauté, d'une façon générale aussi, qui bénéficiait de services de cette personne, maintenant elle-même n'accepte pas cette situation, il est dans les chaos. Donc c'est aussi la communauté qui en souffre. Et il y a des dépeuplements qui peuvent arriver. On a des pertes. Ceux qui n'acceptent pas peuvent aussi propager. Il peut aussi propager ça exprès. Il peut aussi faire exprès de contaminer les autres. Ou alors il n'accepte pas, mais il fait la dépression. Et puis la maladie vient vite. Il perd vite sa vie au lieu de vivre normalement comme tout le monde. Hein? Donc c'est vraiment un problème en tout. Et puis il y a la perte des cadres. Nous voyons, on a perdu beaucoup de cadres de ces pays. Parce que perdre un cadre, il faut encore beaucoup de temps pour former encore quelqu'un d'autre et le remplacer. Mais dans l'entente, qui va travailler à cette place-là? Donc, c'est vraiment une crise en santé publique. Très bien. Je rappelle à tous les auditeurs que nous parlons de jeunesse et sida avec Madame Mami Kassaï, qui est directrice de formation et d'éducation chez DKT International. Nous allons marquer une courte pause, mais cette pause, fidèles auditeurs, c'est pour vous donner la parole. Nous allons donc écouter les questions des auditeurs pris en micro-baladeur. ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Bonsoir FM. Est-ce que ceux qui osent sous la douche moko to cantine moko na muto azana sida, est-ce que kozwa sida? Bonsoir UFM. Comment faire pour ne pas attraper le sida pendant les rapports sexuels ou même hors le rapport sexuel? Bonsoir UFM. Mutuna nanga eza boye. Ndenge nini mutu akoki koyeba ye moko ba symptôme ya bokono ya sida que eza na nzoto. Merci beaucoup. Bonsoir UFM, mon nom est Ariela. Je voudrais savoir comment expliquez-vous le phénomène où dans un couple que l'un de conjoints soit séronégatif et l'autre séropositif. Merci. Vous suivez ULNES, votre rendez-vous santé sur UFM. Parce que le désir n'attend pas, désormais, n'importe quel moment, n'importe quel endroit peut être le bon pour se faire plaisir. Profitez du plaisir en toute quiétude grâce aux méthodes de planification familiale. Pour plus d'infos, visitez une clinique ou une pharmacie, Batila Lobinayo, ou appelez-nous
au 089 29 17 777. De retour sur ce plateau, après les questions, on va dire, des auditeurs. Nous allons écouter les réponses de Maman Mamie, mais avant, voici la question du jour, puisque vous le savez, chaque semaine, DKT, à travers ce magazine ULNES, vous propose une question pour vous aider justement à mieux connaître DKT, mais également la mission de DKT à travers toutes ces activités en République démocratique du Congo. Et quelques lots, quelques cadeaux vous sont donc réservé. La question de cette semaine est de savoir, est-ce que l'utilisation des préservatifs protège-t-il de toutes les infections sexuellement transmissibles? La question est, l'utilisation des préservatifs protège-t-elle de toutes les infections sexuellement transmissibles? Répondez au 089 29 17 777. 089 29 17 777 DKT à votre disposition. Voilà, les auditeurs ont posé leurs questions. En tout cas, notre micro-baladeur est revenu avec plusieurs questions. Commençons avec celle de savoir, notre jeune fille qui dit, est-ce que c'est possible d'attraper les sida parce qu'on se lave, on utilise le même douche, je crois, seau ou savon que quelqu'un qui est séropositif? Ouais, je vais dire ici que la vie quotidienne n'est pas parmi les modes de transmission. Vivons normalement avec eux. Mais ce qu'on doit faire, il faut prendre des précautions et certaines mesures d'hygiène. D'accord. Alors, c'est l'essentiel, on va voir le mode de transmission. Donc, l'essentiel, c'est d'éviter ces modes de transmission. Mais la vie quotidienne, partager les mêmes bureaux, partager la même douche, partager les mêmes seaux, partager les mêmes lits, hein, ça ne peut pas donner les VIH. On ne peut pas attraper par ce mode-là. Mais il faut aussi beaucoup d'hygiène pour ne pas manipuler le sang de l'autre ou les sécrétions de l'autre. Donc, l'idéal, c'est de faire en sorte que le sang ne soit pas en contact. Non, que le sang ne soit pas en contact ou les autres sécrétions ne soient pas en contact. D'accord. Très bien. Alors, à cette question de savoir comment peut-on faire pour ne pas attraper justement ce sida, les jeunes se posent des questions, que ce soit hors rapport sexuel ou pendant le rapport sexuel. Je ne sais pas si c'est possible. C'est possible de se protéger contre les VIH pour ne pas l'attraper. L'arme puissante ici, c'est l'information. Les jeunes doivent chercher l'information, c'est-à-dire comment se transmet le VIH et éviter ces modes. Par exemple, ici, c'est la voie sexuelle. À suite d'un rapport sexuel non protégé, quelqu'un peut attraper le VIH. Donc, il faut, maintenant, par rapport à ces modes de voie sexuelle, les jeunes doivent prendre des précautions. Par exemple, ce qu'on appelle ABCD du sida. C'est-à-dire A, abstinence, comme attitude. Tu t'abstiens, tu te prives totalement du rapport sexuel. Tu ne vas pas attraper les virus par ces modes de voie sexuelle. Alors, le B, c'est la bonne fidélité. La bonne fidélité signifie que les couples sont fidèles l'un envers l'autre. Mais par rapport aux jeunes, on ne parle pas de la fidélité. Parce que les jeunes ne sont pas encore engagés, les jeunes n'ont pas encore de décision. Exact. On ne peut même pas parler de la fidélité à l'ère millier. Les C signifie la capote anglaise ou les préservatifs. Ça signifie que c'est protéger automatiquement, systématiquement et correctement à chaque rapport sexuel. D'accord. Donc si tu choisis les préservatifs à chaque rapport sexuel, il faut se protéger. Alors, les D signifie dépistage volontaire. D'accord. Il faut aussi connaître l'état sérologique. Est-ce que je suis séropositif ou séronégatif? Comme ça, tu prends les précautions selon ton statut sérologique. Tu vis correctement. Si tu es séropositif, tu sais comment vivre pour ne pas te fatiguer. Si tu es séronégatif, tu sais aussi comment vivre pour ne pas attraper les VIH. Donc, ils doivent s'informer. Ça, c'est par rapport à la voie sexuelle. C'est d'ailleurs la voie la plus courante où les gens attrapent les VIH, plus de 90%. Nous avons la voie sanguine. La voie sanguine, quelqu'un peut l'attraper par les transfusions. On vient de transfuser le sang de quelqu'un qui était séropositif, peut-être qu'on n'a pas bien testé, et on transfuse quelqu'un d'autre, il peut aussi attraper. D'accord. Alors, les objets tranchants, tout ce qui peut trouer le corps, nous l'appelons objet tranchant. D'accord. Donc, on peut aller dans des lames de rasoir, même les brosses à dents, tout ce qui peut trouver le corps, qui fait sortir le sang, c'est un objet tranchant. D'accord. Alors, si les jeunes savent ça, ils doivent dire non, objet tranchant personnel. Surtout les jeunes, hein, ils attendent les aiguilles, ils attendent les lames de rasoir, ils attendent tout ça. Ce n'est pas bon de mélanger les objets tranchants, sinon on peut aussi attraper les VIH. Et les sangs aussi,
Il faut tout faire pour soigner rapidement les maladies qui peuvent entraîner l'anémie. Ou alors, si on a l'anémie, on peut maintenant prendre les transfusions, mais avec un sang préalablement testé. On ne peut pas prendre le sang d'une personne directement chez une autre. Sinon, on peut aussi l'infecter par cette voie-là. Alors, la troisième voie, c'est la transmission mère-enfant. Donc, une maman peut aussi transmettre le VIH à son enfant. Même pendant qu'elle est encore pendant la grossesse, au niveau de la conception. Si on donne beaucoup d'hygiène à la femme, pendant de ne pas porter les charges trop lourdes, ne pas se battre, éviter de tomber, d'avoir des traumatismes, des chocs. Sinon, le sang de la maman peut se mélanger avec le sang des bébés et il peut aussi attraper le VIH. Pendant la naissance, les accoucheuses aussi, maintenant, on coupe le cordon directement, on sépare l'enfant et la mère pour que le sang ne puisse pas se fusionner. Après l'accouchement, on demande à la maman d'allaiter seule son enfant. Éviter de donner l'enfant à une nourrice. Oh, je pars d'abord au marché, tu peux allaiter mon enfant, on a accouché en même temps. Ce n'est pas bon. Parce que la personne peut être infectée à travers le lait maternel. Il infecte ton fils et le VIH maintenant entre dans la famille. Donc, ce sont des précautions qu'on doit prendre. Donc, nous retenons la voie sexuelle, les rapports sexuels avec une personne infectée, la voie sanguine en contact avec les sangs infectés et la transmission mère et enfant. Donc, si quelqu'un connaît très bien ces trois modes, il va très bien se protéger. Parce que maintenant, les jeunes, même les autres personnes, ils se protègent contre les modes qui ne transmettent pas. Par exemple, les insectes. Les insectes, les animaux domestiques. Ils fuient les chiens. Les chiens ne transmettent pas le VIH. Mais ils peuvent transmettre une autre maladie. L'air que nous respirons, oh, tu as respiré à mon côté. Ça ne transmet pas. La vie quotidienne ne transmet pas. Donc, nous devons vraiment insister que les gens puissent comprendre comment se transmet le VIH et se protéger et ne pas utiliser ces voies-là pour se protéger contre le VIH. Tout à l'heure, vous avez parlé de contamination mère-enfant. Il y avait une question justement là-dessus. Donc aujourd'hui, on peut dire quand même il y a de grandes chances que cette contamination mère-enfant soit à un taux quand même assez bas. Il y a vraiment des grands efforts. Maintenant, toutes les femmes enceintes, on les dépiste et il y a ce que nous appelons PTM, la protection de la transmission mère-enfant. On donne déjà des produits à la mère pour ne pas contaminer les bébés. Donc, il y a tout un schéma pour encadrer les couples mère et enfant pour qu'il n'y ait pas la contamination. Très bien. Prochaine question, les symptômes du VIH, comment on peut connaître que cette personne, ou bien on soi-même se dire, voilà, j'ai les symptômes, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Comme je viens de le dire ça tout à l'heure, il y a des signes majeurs, comme l'amaigrissement, de plus de 10% de poids, la diarrhée qui fait déjà 1 mois, les fièvres qui durent déjà plus d'1 mois. C'est déjà des signes majeurs. Il y a des signes mineurs qui peuvent s'ajouter comme la toux. La personne tousse depuis 1 mois. Hein? On peut avoir aussi des démangeaisons. Elle a des prurites, elle se gratte tout le corps. Il peut y avoir aussi des irritations de la peau. Souvent, on appelle ici moto ensemble, mais ce n'est pas les motos ensemble. Okay. C'est vraiment des signes. Il y a aussi l'herpès labial, c'est-à-dire qu'au bout de... sur la lèvre, dans les rebords de la lèvre, il y a des éruptions tout au long. Souvent, les gens, quand quelqu'un veut faire une forte fièvre, il y a quelques éruptions qui sortent. Exactement. Maintenant, ça peut être aussi tout au contour de la lettre. Voilà. Donc, ça peut aussi être ça, et ça peut être là. Et il y a les zonants. Et ce sont des éruptions qui suivent vraiment les nerfs. Et là, ce sont des personnes de santé qui peuvent détecter ça. Ouais. Et donc, il y a beaucoup de signes qui peuvent s'ajouter. Mais là, c'est quand la maladie a déjà fait son bon nombre de chemins ou bien au début là, c'est vraiment l'étape finale, l'étape sida-maladie. Mais sinon, avant ça, il n'y a pas de symptômes. Avant ça, il n'y a pas de signes. C'est comme tout le monde. La personne vit normalement. Plusieurs années, il vit normalement. Ça, c'est vraiment l'étape sida-maladie. Et il y a des maladies opportunistes qui peuvent s'ajouter. Hein? Il y a certaines parce qu'il devient fragile. Il peut y avoir d'autres maladies qui peuvent s'ajouter à ça. Très bien. Alors, un partenaire séropositif, enfin, la femme séropositive et le mari séronégatif, qu'est-ce qui explique cela? Ça peut arriver, nous appelons ça les couples discordants. D'accord. Ça peut arriver que les couples, l'un d'eux soit séropositif et l'autre séronégatif. Ça peut arriver. Peut-être qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir. Peut-être qu'ils font les rapports avec les préservatifs, on ne sait pas. Ça peut arriver. Peut-être aussi... quel mode ils font les rapports sexuels, ça peut. Donc, on doit vraiment... Ce sont des études aussi que les pays sont aussi en train de faire pour voir qu'est-ce qui se passe avec le les gens qui sont discordants par rapport au VIH. Et il y a une étude qui s'est faite au Kenya. On a vu dans une population qu'il y avait des femmes
on les met vraiment en contact avec les personnes testées positives, mais qui n'attrapent pas. Et ils ont vu que dans leur sang, il y avait une malformation, mais une malformation par rapport à leur globule blanc, mais ils n'avaient pas de récepteurs pour recevoir les VIH. Ils étaient comme ça, nés comme ça. Et voilà, avec l'avènement du VIH, ils sont sauvés par rapport à ça. Wow. Donc, il n'y a pas de récepteurs pour recevoir les VIH pour qu'ils puissent entrer dans les globules blancs et se multiplier. Là. Donc, il y a beaucoup de facteurs biologiques qui peuvent faire que la personne ne puisse pas attraper. Mais ce sont des cas très rares. Mais il y a quand même des gens aussi qui sont séropositifs, on va le dire, séropositifs, mais qui, eux, ne transmettent pas. Ils en ont, mais ils ne transmettent pas. Est-ce que c'est possible? En tout cas, quand la personne est séropositive, il transmet la maladie. Il transmet l'infection à quelqu'un d'autre. Mais simplement que les développements chez l'autre personne prend peut-être du temps ou pas du tout? Les développements, comme on a dit, la phase fenêtre va jusqu'à 6 mois ou 12 mois. Mais après, il change, il devient séropositif. Mais quand on est séropositif, on transmet à la personne avec qui on a des contacts ou à qui on donne le sang. Dernière question des auditeurs. Eh bien, est-ce que quand on a le sida, je crois que ça, on est déjà arrivé à la phase sida, VIH ou sida maladie, est-ce que ça veut automatiquement dire quand on a le sida égale à mort, on va mourir? Là, on doit vraiment corriger. Quand on a l'infection à VIH, ce n'est pas automatiquement qu'on va mourir. De toute façon, la mort, c'est obligatoire pour tout le monde. La mort, c'est obligatoire pour tout le monde. C'est une voie obligée pour tout le monde, mais on peut retarder ça. Avec certains comportements, on peut retarder ça. Donc, quand on a l'infection à VIH, on suit seulement les conseils des personnes de santé pour ne pas trop se fatiguer et on vit normalement. On est bien encadré, on vit normalement, on peut faire longtemps. Quelqu'un qui n'est pas aussi séropositif peut faire un accident, il peut faire ceci, il peut faire un peu de palu et puis partir. Donc, VIH, ce n'est pas seulement ça qui tue, c'est toutes les maladies qui peuvent tuer, c'est beaucoup de conditions qui peuvent aussi tuer. Donc, il ne faut pas assimiler les VIH et la mort, non. Parce que tout le monde, ça c'est une voie obligée pour tout le monde. À cause de ça. Et quand on est séropositif, il ne faut pas voir comme si c'est la fin du monde. Suivez les conseils, c'est du personnel. On va vous donner beaucoup de conseils pour ne pas vous fatiguer, pour ne pas fatiguer l'organisme et vous allez vivre normalement. Et surtout, ne pas les propager sciemment, de peur que vous-même vous puissiez encore rattraper d'autres souches et vous devenez encore très vulnérable. Très bien. C'est tout en tout cas pour les questions des auditeurs. Merci à Madame Mamie Kassaï pour les réponses. Revenons à notre thème puisqu'on y était toujours. On a un tout petit peu fait une pause pour écouter les auditeurs. Je rappelle qu'on parle des jeunesses et sida avec Madame Mamie Kassaï. Quelle est la nécessité, puisque c'est vrai qu'on parle beaucoup des préservatifs comme mode de protection, quelle est donc la nécessité d'utiliser un préservatif lors de rapports sexuels? Est-ce que c'est un mode à 100% sûr? Les préservatifs, comme nous avons dit, c'est parmi les moyens de prévention par rapport à la voie sexuelle. Donc, c'est un rapport qui est protégé. Les préservatifs offrent une double protection. D'accord. Les préservatifs protègent contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH. Ça protège contre la grossesse. Donc, une personne qui utilise les préservatifs a une double protection et par rapport à la grossesse et par rapport aux infections sexuellement transmissibles. Et on ne peut pas dire 100% parce que tout ce qui est fait par les mains humaines ne peut pas être à 100%, mais c'est très efficace. C'est plus de 98% de protection, donc c'est très efficace. Très bien. On parle des DKT à présent puisque vous êtes en plein dans cette bataille, en tout cas jeunesse et sexualité, sida et tout ce qui tourne autour. Quelle est la contribution justement de DKT dans cette lutte contre le sida en rapport justement avec la jeunesse? Oui, DKT ne reste pas... ne reste pas à côté, ne reste pas insensible par rapport à la pandémie. Et surtout, comme on a dit que le caractère anonyme de propagation, DKT est là. Il est là par rapport d'abord à l'information qu'il donne avec son programme Batela Lobinayo, un grand programme de la jeunesse que DKT a mis en place. Là, DKT forme de jeunes ambassadeurs pour donner l'information, la vraie information aux autres jeunes. Nous avons dit que l'arme puissante de lutte contre le VIH, c'est l'information. Donc, nous avons l'aspect information avec les jeunes ambassadeurs et la référence des cas. Ceux qui pensent qu'ils peuvent avoir déjà attrapé le VIH, on les réfère pour faire l'examen, pour les encourager à se faire dépister et à connaître quel est leur état sérologique, pour prendre beaucoup de précautions.
Alors, en dehors de l'information et de cette référence, nous avons aussi les personnes de santé formées par le DKT dans les soins adaptés aux adolescents et jeunes. Et là, on les encadre, on donne beaucoup de conseils et nous donnons aussi des services par rapport à ça. Donc, DKT a l'aspect information et l'aspect service par rapport au VIH-Sida. Il encadre les jeunes et il les amène à avoir des comportements moins risqués par rapport au VIH. Et aussi, comme c'est une organisation de marketing social, avec les activités de marketing social, nous amenons les jeunes à changer de comportement et à avoir des comportements vraiment moins risqués par rapport au VIH. Très bien. Est-ce qu'avec l'utilisation de préservatifs et toutes les précautions qu'on met autour, est-ce que ce taux d'infection de maladies à VIH-Sida augmente ou baisse en République démocratique du Congo? Bon, augmenter ou baisser, là, avec les présidents d'abord, avant d'arriver à cette réponse, j'allais encore ajouter la contribution des DKT, c'est aussi les préservatifs OK, les préservatifs chic, c'est ça les deux préservatifs que DKT offre à la population pour avoir des rapports sexuels qui sont protégés. Et ce sont des préservatifs bien testés, ils doivent être sûrs de ces préservatifs. Alors, par rapport à l'infection à VIH, jusque-là, dans notre pays, nous nageons encore en dessous de 2%. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'efforts. Il y a beaucoup d'efforts que fournissent les pays, les ministères et aussi les ONG qui viennent appuyer les ministères pour lutter contre cette pandémie. Donc nous pouvons dire que jusque-là, on est encore en dessous de 2%. Donc nous sommes encore on peut dire que ça va. On peut dire que nous avons quand même pas réussi, mais on a quand même réussi à gérer cette pandémie, à stabiliser parce que ces chiffres sont restés depuis plusieurs années. Mais les 1%, les 1 point, ou les moins de 2%, c'est toujours beaucoup. Nous devons vraiment lutter encore pour qu'on arrive vraiment à un seuil où on peut dire que maintenant, l'infection ne devient pas un problème de santé publique. Donc, c'est toujours un problème de santé publique dans notre pays. Existe-t-il certains traitements actuels contre les sida c'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que c'est incurable, mais il y a quand même des traitements qui peuvent alléger, soulager, diminuer. Est-ce qu'il y a des traitements? Oui, des traitements qui peuvent soulager, il y en a. C'est ce que nous appelons des traitements antirétroviraux. Donc, nous donnons des produits à une personne qui vit avec le VIH. Il a des produits qui permettent de bloquer le développement du VIH et à maintenir sa défense naturelle. Comme je disais là que le VIH colonise les globules blancs, se multiplie en désordre et puis éclate les globules blancs. Mais quand il prend ces produits-là, il n'y a pas de développement de virus et donc les soldats, cette immunité est encore garantie et la personne peut vivre normalement. Et là, on donne aussi beaucoup de conseils pour qu'il ne puisse pas négliger les traitements. Parce que s'il néglige les traitements, les VIH va encore reprendre la multiplication. Il peut faire des rechutes et ça peut être très dangereux pour la personne. Donc là, nous avons ces produits-là que nous appelons les antirétroviraux qui vont aider la personne à vivre normalement avec les anticorps qui sont encore maintenus et les virus qui ne se multiplient pas, qui ne se développent pas, qui bloquent cette multiplication et la personne vit normalement. Donc ces ARV, DKT le fournit aussi gratuitement? À ce jour, non, DKT ne fournit pas encore. DKT réfère vers les structures qui fournissent ça. D'accord, très bien. Nous sommes donc arrivés à la fin de cet échange avec Madame Mami Kassaï, directrice d'information et d'éducation chez DKT RDC. Madame Mami, un dernier conseil à nos jeunes face à cette maladie. D'ailleurs, ça fait des années, plus d'une vingtaine d'années qu'on en parle et on ne va pas arrêter d'en parler. Et surtout qu'il faudrait vraiment protéger la jeunesse. Comme vous l'avez dit, c'est l'avenir de demain. Oui. Par rapport aux jeunes, les conseils que je vais donner, c'est de s'informer suffisamment et de prendre des précautions, d'utiliser cette information pour ne pas attraper le VIH. Je vais dire aux jeunes aujourd'hui qu'ils doivent penser à leur avenir plutôt que à suivre des informations de la rue, des informations erronées qui les amènent à beaucoup de complications, à beaucoup de problèmes et des conséquences qui sont peut-être aussi irréparables. Je vais me dire aux jeunes ici, comme je le dis toujours, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. À ce moment que tu es encore jeune, tu traverses encore ta jeunesse, il faut vraiment te protéger de façon que tu sois un adulte sain
en bonne santé pour servir notre pays. Et pour ça, je vais leur demander que toute information que vous avez, il faut l'utiliser au moment opportun et ne pas utiliser n'importe comment. Avoir une sexualité responsable, prendre de bonnes décisions par rapport à la sexualité, des décisions qui vont vous amener à être sains et à devenir des adultes sains qui vont rendre les services à notre pays. Merci beaucoup, Madame Mami Kassaï, d'avoir été avec nous, de nous avoir éclairé sur ce sujet jeunesse et sida. ULNES s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Urban FM 94.7, mais également nous suivre aussi sur notre application radio Urban FM 94.7 téléchargeable sur Play Store. N'hésitez pas, si vous avez des questions de préoccupation en termes de santé et de sexualité ou autres, DKT est à votre disposition. Numéro WhatsApp, vous pouvez toujours les joindre au 089 18 97 797 089 18 97 797. Prochain rendez-vous pour ULNES vendredi 19h. D'ici là, prenez soin de vous. Puisque votre bien-être est précieux et que votre vie a de la valeur, désormais, voici votre nouveau rendez-vous santé sur UFM, ULNES. ULNES, c'est peut-être un forum radiophonique d'échange autour des questions santé et bien-être. Tous les vendredis à 19h et dimanche à 13h, en rediffusion, Karine Moutaali vous présente un sujet et notre partenaire santé DKT vous éclaire. ULNES, votre santé nous intéresse.